connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, je m'appelle Junior, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. En cette période reconfinée, je suis, quoi qu'il arrive, ravi de vous accueillir dans ce 15e épisode du podcast où l'on parle des séries d'hier et d'aujourd'hui. Ma complice du jour, vous aviez pu l'entendre dans les émissions consacrées à la flamme ou encore Little Fires Everywhere, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien ? Tout va bien, confiné. Confinée au chaud, elle est près du chauffage. Si vous entendez un silence, c'est que madame s'est endormie. Donc voilà. Au programme aujourd'hui, la mini-série dont on parle absolument partout. C'est impossible pour vous d'avoir échappé à la série du moment disponible sur Netflix, qui a pour nom Le Jeu de la Dame, ou l'histoire de l'ascension extraordinaire d'une orpheline devenue une joueuse d'échecs professionnelle extrêmement redoutable. Est-ce qu'on peut parler véritablement d'une grande série, ou peut-on franchement la qualifier de surcotée ? Des éléments de réponse juste après un court extrait. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait ? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques. Vous êtes orpheline, Bess. J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases. Mademoiselle Hormone, Bess. Psychose et créativité vont très souvent de concert. D'ailleurs, c'est pareil pour le génie et la folie. Donc, dans Le Jeu de la Dame, nous sommes en pleine guerre froide dans les années 60. On y suit le parcours de la jeune Bess Harmon, qui a perdu ses parents trop tôt, à l'âge de 9 ans. Elle grandit dans un orphelinat où elle apprend les échecs avec un vieux gardien taciturne qui ne la ménage pas franchement. Bess ne se laisse pas démonter, et à force de faire des parties d'échecs, elle arrive à prouver qu'elle a un don exceptionnel pour ce jeu de réflexion. Jouer sur le quadrillage noir et blanc devient pour elle une vraie addiction, qui va se coupler à un autre genre d'addiction, celle à des médicaments, des pilules vertes. Et en luttant contre ces démons, Bess va jamais lâcher son objectif, qui est celui de devenir la meilleure joueuse d'échecs au monde. Le Jeu de la Dame est une adaptation du livre de Walter Tevis. Ma première question, Hélène, est toute simple. En regardant cette série, est-ce que pour toi il s'agit d'une grande série, ou est-ce qu'il s'agit d'une série sur laquelle on en a fait beaucoup trop et au final c'est un échec ? Jeu de mots. Alors écoute, moi j'ai beaucoup aimé cette série. On en parle beaucoup et je pense que c'est justifié. C'est pour moi vraiment une bonne série. Ce qui est dommage, c'est que on reste un peu sur sa fin. À l'issue du dernier épisode, moi je suis quand même un peu restée sur ma faim. Je pense que c'est peut-être le genre de série où on attendrait une saison 2, contrairement à d'autres séries où évidemment on n'a qu'une hâte, c'est que ça se finisse, où on se dit que tout est dit. Mais moi je suis restée un peu sur ma faim quand même. Je trouve que c'est une très belle série, très grande, très stylée, très classique pourtant, très prenante, qui fait tourner l'empathie à plein régime, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant derrière un personnage en lui souhaitant les meilleures choses possibles et le succès et la réussite. On est vraiment derrière Bess, on espère que à chaque fois elle va passer les obstacles et aller le plus loin possible. C'est vraiment une série réjouissante qui est extrêmement bien filmée, tous les personnages y sont convaincants. Maintenant, il y a des évolutions sur certains points et pas d'autres. On va passer tout ça en revue, mais c'est vraiment une belle série. Je pense que depuis que la saison des séries existe, elle fait partie de mon top 3, celle-là. Je sais pas toi, Hélène, mais... Oui, j'ai bien aimé, franchement. Oui, alors mon top 3, peut-être pas... J'ai quand même d'autres séries qui me plaisent davantage, mais dans les émissions, je veux dire, qui ont été discutées ici, pas en général. Oui. Non, j'ai préféré Little Fires Everywhere. Ceci dit, j'ai adoré cette série, mais justement dans cette série, on est vraiment... En fait, ce qui restreint un peu la série, c'est que c'est un thème, il y a un thème quasiment unique qui envahit tout l'espace. Bien sûr, ce sont les échecs. Alors, c'est passionnant, j'imagine, pour les personnes qui y jouent en plus. Ça doit vraiment une série fantastique à regarder, puisqu'on a appris qu'en fait, les coups joués sont de vrais coups.
et que les acteurs ont appris les coups et que ça a été une grosse partie de leur travail, c'est d'apprendre les coups d'échecs. Il y a vraiment des parties très très impressionnantes où ils jouent très rapidement. C'est une forme d'entraînement pour les joueurs professionnels, ça s'appelle les speed chase. Et en fait, ils jouent à toute vitesse sans s'arrêter et ce sont de vrais coups, même à ces moments-là. Donc on se rend compte qu'il y a un gros travail et que le thème des échecs est omniprésent. Même dans les tenues de l'actrice, d'ailleurs, on retrouve toujours des quadrillages sur ces tenues qui représentent les échecs. À chaque instant de la série, on est dans les échecs. Donc, est-ce que, en fonction du goût qu'on a pour les échecs, on aimera plus ou moins la série? C'est fort possible, hein, évidemment. Mais ça envahit vraiment beaucoup l'espace et ça laisse peu de place pour les autres aspects de la personnalité de l'héroïne. Justement, moi, ça m'a laissé un peu sur ma faim. Puisque si on considère qu'en effet, les échecs sont le thème principal, c'est sûr que là, c'est tout, ça s'arrête là. Mais moi, j'avais franchement d'autres questions que je me posais sur sa vie, sur le développement du personnage, auquel j'ai pas eu de réponse en fin de compte. Et beaucoup aidé par Garry Kasparov, ancien grand champion d'échecs russe. Vous savez, c'était dans les années 90, il avait même été battu par une machine qui s'appelait Deep Blue, pour bien montrer que lui-même n'était pas une machine quand il jouait aux échecs, parce que comme il était imbattable, on l'a fait s'affronter à une machine et il avait été battu. C'est un grand champion et il a servi de consultant sur la série. Il a pu, comme un entraîneur d'ailleurs, dont je n'ai plus le nom en tête, qui a pu guider les scénaristes quant à l'écriture. Et justement, rapidement, ton rapport aux échecs, avant de voir cette série, Le Jeu de la Dame, c'était quoi? C'était assez lointain, tu y as joué quand tu étais petite, tu continues d'y jouer, ou au contraire, vraiment, ça te parle absolument pas? Alors si, moi je sais jouer aux échecs et j'ai remarqué justement que c'est un jeu qui était essentiellement fait d'anticipation et de stratégie. C'est peut-être pas ce qui me correspond le plus en termes de personnalité. C'est vraiment, en fait, on apprend dans ce film aussi ce qui est la particularité des échecs, c'est-à-dire la stratégie, l'anticipation. C'est vraiment un jeu très 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 intellectuel. Et d'où le personnage de Bess qui est impressionnant. Ouais, et justement, on va rester sur les parties d'échecs, après on va parler de Bess, promis, évidemment. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vraiment filmé comme tel, comme un combat, comme un échange, dans lequel on se demande comment on va pouvoir terrasser son adversaire. La mise en place d'attaque, de défense, de contre-attaque, la façon aussi dont c'est filmé avec cette caméra qui tourne autour des deux protagonistes, enfin... Toi, comment tu les prenais, ces scènes-là, en plus, toi qui es joueuse, du coup? Moi, j'y ai joué, mais j'étais enfant, et pareil, je faisais partie d'un club d'échecs, en fait, en primaire, et j'adorais ça. C'est vraiment, ça me manque, d'ailleurs, ça m'a donné envie de rejouer. Mais toi, ton regard, justement, par rapport à ces scènes-là, ces scènes clés qui jalonnent, évidemment, toute la série, comment tu les prenais, ces scènes-là? Est-ce que tu avais des frissons qui te parcouraient? Non. Qu'est-ce que tu ressentais? En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de suspense dans cette série. Il y a beaucoup de moments où on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ça que j'ai apprécié aussi dans cette série, c'est que c'est pas trop prévisible, en tout cas pour les échecs. Franchement, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. C'est tourné de façon à ce qu'on n'ait pas non plus que l'œil attiré sur le jeu. Il y a beaucoup de ressenti sur les émotions des joueurs. Donc je pense qu'un joueur d'échecs, s'il avait en visuel exactement la partie et tous les coups, je pense qu'il n'arriverait pas à se concentrer sur l'ambiance. Et l'ambiance est très très forte dans ces moments-là. J'ai senti vraiment une ambiance forte, une tension forte. On est quand même carrément même stressé pour elle, quoi. Quand elle joue, on ressent vraiment. Et heureusement, parce que si t'es pas passionné par les échecs, t'as au moins même si tu comprends pas les échecs, tu peux regarder cette série et l'apprécier vraiment beaucoup. C'est là où vraiment, quand je regardais la série, je pensais par exemple à Friday Night Lights, qui est une série ado de la fin des années 2000, début des années 2010. Où pareil, c'est une série sur le football américain. Voilà, une petite équipe lycéenne, les Panthers, de la ville de Dillon dans le Texas. Pareil, si tu connais pas le football américain, ça va pas t'attirer de prime abord. Et pourtant, la narration, l'intensité, l'émotion, l'écriture scénaristique, la tension qui est installée fait que on a des frissons qui nous parcourent et que ça marche quand même. Là, j'ai retrouvé ça un peu dans le Jeu de la Dame, et j'ai trouvé ça assez fascinant. Qu'est-ce que tu veux, petite? Tu devrais être dans la chapelle. Comment s'appelle ce jeu?
Tu devrais être à l'étage avec les autres. Je ne veux pas être avec les autres. Je veux savoir à quel jeu vous jouez. Ça s'appelle les échecs. Vous voulez bien m'apprendre? Je ne joue pas contre les inconnus. Évidemment, celle qui est au centre de cette histoire, c'est Bess Harmon, Elizabeth Harmon, incarnée par Anya Taylor-Joy. Déjà, comment, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la série, comment on pourrait décrire son personnage avec ses forces et ses faiblesses? Bah alors, c'est essentiellement visuel, parce qu'elle a un visuel impressionnant, c'est-à-dire qu'elle est rousse, pétard, elle a un regard qui transperce, parce qu'elle ne parle pas beaucoup, en fait. Hein. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas quelqu'un de logoréique, elle est assez secrète, silencieuse, et on voit dans son histoire personnelle, on comprend que c'est quand même quelqu'un de très introverti, qui a une vie intérieure très riche, par contre, au niveau de l'imagination, etc. Quand on connaît l'histoire, je ne spoile rien en dévoilant que c'est une orpheline, en fait, qui arrive dans un orphelinat, et c'est une personne très solitaire. Donc, c'est pas quelqu'un d'extraverti, qui parle, qui discute, qui partage des émotions, c'est quelqu'un qui a essentiellement une vie intérieure et surtout très cérébrale, et qui justement est attiré par les échecs parce que c'est essentiellement de l'anticipation, de la réflexion, et c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions sur beaucoup de choses, mais intérieurement, qui ne partage pas ses émotions ni ses questions, et qui est très solitaire. Donc on comprend de par son histoire pourquoi elle est très solitaire. Bon, déjà l'orphelinat, en général, ça n'aide pas. Quoique, ça peut être l'endroit pour se faire des amis. D'ailleurs, elle se fait une amie à l'orphelinat, Jolene. Jolene. Ouais, qui est totalement l'opposé. Enfin, c'est son opposé physique, d'ailleurs, puisqu'elle est black. Et en plus de caractère, elle est très extravertie. Alors que Bess est plutôt réservée. Et donc, c'était rigolo de les voir. Le petit duo là, du début m'a beaucoup plu, quoi. C'était vraiment des moments sympas à regarder. Bess, qui a une vie intérieure très intense et très riche, est beaucoup aidée dans cette capacité par les pilules vertes dont tu parlais tout à l'heure, puisqu'à l'orphelinat, on les gave d'emblée de tranquillisants pour avoir la paix, en quelque sorte. Ouais. Sauf que chez Bess, ça va déclencher autre chose qui va être justement une imagination hyper développée. J'ai l'impression que les tranquillisants chez elle, ça la libère au départ, d'où son addiction. C'est ça, et ça l'aide en plus ça la booste quelque part, ça lui permet de mieux repenser les parties d'échecs. Donc en fait, sa première rencontre avec ce jeu, comme je l'expliquais dans l'intro, c'est vraiment avec le gardien de cet orphelinat. Et pour aller abonder dans ton sens, Hélène, c'est vrai qu'elle parle peu et elle aime aller droit au but, pas de temps à perdre, quoi. C'est vous êtes en train de jouer, vous jouez à quoi? Expliquez-moi, je veux jouer. En gros, c'est ça, quoi, la première rencontre avec ce gardien. Et elle a toujours ce souci et ce besoin de comprendre. Et j'adore la façon, ça c'est vraiment l'une des grandes trouvailles de la série, de permettre à Bess de matérialiser comme ça, en fixant son plafond, les parties d'échecs qu'elle a pu réaliser dans la journée ou la veille. Et c'est ce qui l'aide justement, de par ses pilules vertes, à pouvoir un peu plus halluciner en plus, et à consolider encore un peu plus ses connaissances et cette technicité dans sa capacité de jouer. C'est ça que permettent ces pilules en question. Alors qu'à la base, normalement, comme c'est des tranquillisants, normalement, ça ne devrait pas l'aider à se concentrer. Mais je pense que Bess a un blocage. Déjà, on le sent dès le départ. Hein, évidemment, ça saute aux yeux. Elle a un blocage relationnel, émotionnel. Et les pilules, les tranquillisants qu'elle prend, ça calme les énervés. Mais je pense aussi que ça lui permet à elle de lever ses blocages. Et que justement, ça lui donne une imagination et ça libère son esprit, en fait. C'est ça, et elle va justement, quelque part, tomber vraiment amoureuse de ce jeu et tomber amoureuse de ces pilules. Ça fait une double addiction, quelque part. Ah ben c'est réellement une addiction pour elle, les échecs, parce qu'on sent qu'il n'y a que ça dans sa vie. Et j'ai l'impression que c'est le seul moment où elle se sent vivante, en fait. Elle n'en démordra pas, évidemment, tout au long de ces 7 épisodes. Voilà, forcément, on pense à l'actrice principale, Anya Taylor-Joy, à ce
qu'elle dégage. Comment on pourrait décrire ça d'ailleurs? La froideur de Bess. Bess, c'est un glaçon qui bouillonne. Ouais, hein, une espèce d'animal à sang froid, quoi. Tout à Qui est fait. prête à te mordre et à sortir un coup venu de nulle part. Voilà, un serpent. Hein. Sur la personnalité de Bess qui est très très particulière. Donc ça donne son originalité on peut attendre des choses qui auraient pu venir, classiquement dans une série qu'on n'a pas. Justement, on est étonné de ne pas les avoir et bon, ça fait sa particularité. Comme il y a des choses qu'on n'attend pas et qu'on a aussi, puisque on a quand même beaucoup de surprises. Comme je disais tout à l'heure, c'est une ligne droite, hein, sa vie, mais semée d'embûches et elle retombe, elle se relève en fait. C'est plutôt un électroencéphalogramme. C'est une ligne mais avec des hauts, des bas. Et la pauvre, elle a quand même pas beaucoup de chance dans la vie, mais heureusement, Ça, c'est clair. le message de cette série, c'est aussi la force de l'amitié, l'amour qu'on peut porter à quelqu'un sans retour, par exemple. Pour autant, c'est pas posé de façon négative. Non, complètement. Il y a quelque chose de l'inspiration hein, qui émane de cette série. Oui. Franchement, je pense que ça peut donner de la force à certaines. Évidemment, l'identification, je pense, plus facile auprès du public féminin. De déplacer des montagnes, de vous dire, je me suis pris ça dans la gueule, ok, c'est pas grave, on va remonter en selle et on va tout défoncer encore une fois. On va essayer de toujours essayer d'avancer pour atteindre nos objectifs, en dépit de tous les obstacles qui peuvent se poser devant. Bess, c'est quelqu'un qui a une force de vie incroyable et malgré son allure un peu antipathique, j'ai envie de dire, parce qu'elle n'est pas spécialement, c'est pas quelqu'un un personnage auquel on va s'attacher parce qu'elle est émouvante. Enfin, elle l'est quelque part, mais c'est pas non plus. C'est rare, quoi. C'est des moments qu'on n'attend pas, comme je disais, qui arrivent où on perce un peu d'émotion et c'est beau. Enfin, il y a des belles scènes assez tristes et émouvantes, quoi. Enfin, des moments. Dans les deux derniers, hein, surtout. Ouais. Je Oui. vois de quelle scène tu parles. On veut pas trop vous spoiler, on veut vous garder la surprise, mais dans les deux derniers épisodes, oui. Oui. Et c'est un Le retour aux personnage. sources. La pilule verte, c'est pour égaliser l'humeur. Celle qui est orange et marron pour fortifier ton corps. Avale les deux. Ce qui tient cette série sont les échecs, bien sûr, pour les passionnés, même pour ceux qui n'aiment pas. Parce que franchement, on se prend au jeu, on a envie de jouer après l'avoir vu. Et c'est aussi la personnalité de Bess elle est tellement intrigante, il y a tellement de choses, et on en veut plus, parce qu'on aimerait en savoir plus, on aimerait explorer plus profond sa personnalité, et c'est là que moi je disais au départ que je suis un peu restée sur ma faim, au dernier épisode. On la connaît, mais on sait qu'il y a tellement plus à l'intérieur de cette personne, et elle est vraiment elle est singulière, elle est très singulière, et c'est vraiment une belle personnalité qu'ils ont mis à l'écran, je trouve. Il se pose forcément aussi la question de toute sa trajectoire. On l'a un peu évoqué déjà en intro. C'est ce qui t'a fait visiblement peut-être perdre un peu pied, donc sa trajectoire tout au long de la série. Pour toi, tu vois, je posais cette question en préparation de l'émission. Est-ce que tu as quand même réussi à être surprise, ou est-ce que certaines choses étaient prévisibles, étonnantes, les victoires, les défaites qu'elle a encaissées tout au long de la série? Alors moi, au départ, j'avais peur qu'elle perde à chaque partie. Je voulais pas qu'elle échoue, parce que je me disais que tout ce qu'elle avait dans sa vie, c'était les échecs, qu'elle avait rien d'autre. Et donc, je me suis prise de pitié pour elle, de par son histoire personnelle, avec l'enfance, etc., la solitude, et qu'elle ait trouvé cette passion, quelque chose qui la pousse en avant. Et j'avais peur qu'elle perde à chaque fois. Et puis après, on se rendait vite compte que ce stress de l'échec, on l'a plus après dans la série, sauf quand elle monte vraiment un cran international. J'ai trouvé que la trajectoire de Bess est toute droite et que les tranquillisants, c'est sûr que ça l'aide au départ, etc. Ensuite, il faut le dire, elle a d'autres addictions, elle a l'alcool aussi. Et il y a un moment de la série où il y a un rebondissement inattendu. On va pas dire ce que c'est, sinon c'est embêtant. Un rebondissement inattendu qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Mais Bess, c'est quelqu'un qui a un objectif, un seul, et qui articule tout autour de cet objectif. Alors je me suis demandé, mais pourquoi cet objectif? Parce que ça n'avait pas spécialement de lien avec des activités qu'elle aurait pu avoir avec ses parents. Si encore elle avait joué à ça avec ses parents, on aurait pu imaginer d'où sa passion. Pas du tout. Je me suis demandé si Bess, de par son éducation avec une mère qui était pas tout à fait bien dans sa peau, solitaire, qui lui avait inculqué
des choses très rigides, pas beaucoup Là, tu parles d'émotionnel. de la mère biologique. La mère biologique de Bess, oui. Bess, donc elle a été formatée. Bess ne colle pas du tout aux femmes de sa génération, parce qu'on peut le dire, il y a vraiment le thème du féminisme aussi dans cette série qui est intéressant. Bess a vu les femmes autour d'elle être rabaissées, donc sa mère, l'orphelinat évidemment, bon, c'était pas non plus l'endroit où les femmes, par exemple, elle n'avait pas le droit de jouer aux échecs. On voit que quand elle est petite dans les clubs d'échecs, il y a beaucoup de garçons, il n'y a pas de filles. Donc on ne sait pas vraiment si dans sa tête c'est une fille ou un garçon, parce que finalement, elle fonce là-dedans dans un milieu d'hommes. Et on se demande si ça vient pas de son enfance aussi, de la façon dont sa mère a été traitée, dont les femmes autour d'elle ont été traitées, et que c'est pas une petite revanche aussi qu'elle prend. C'est pas juste une passion. Moi, je pense que c'est une revanche sur la vie aussi pour elle. Oui, et puis j'adore la façon dont pour le coup, le féminisme est exposé dans cette série, parce qu'elle pose des questions toutes simples. Elle n'est pas en mode militante encore, parce qu'elle est encore en train de se construire, hein, mais elle pose des questions du genre pourquoi les filles s'affrontent entre elles et on peut pas affronter les hommes? Comment ça se fait qu'il n'y ait que des hommes? C'est vraiment le regard candide et l'incompréhension à ce moment-là de dire mais pourquoi c'est dessiné ainsi? Et ben on va essayer de bousculer ça justement. Moi je vais y arriver. Voilà. Toujours cette résilience et cette volonté d'enfoncer un maximum de portes quoi et d'aller loin. Ouais, elle est peut-être pas féministe dans la parole, mais surtout dans le comportement et dans les actes, dans le fait de foncer. Voilà, ça c'est extrêmement plaisant. C'est ce qui fait sa particularité aussi, hormis le fait qu'elle soit un prodige des échecs, puisque toute petite déjà, c'était très impressionnant, et qu'elle adhérait tout de suite, et que c'était totalement fait pour elle et pour son esprit. Elle est vraiment un symbole pour toutes les femmes de cette époque-là, qui étaient quand même cantonnées à la maison à faire leur repas, comme un peu dans la série Why Woman Kills, où on voit, il y a une partie de la série, puisque c'est sur 3 temporalités. Il y a une temporalité qui est sur la femme des années 60. Et elles sont vraiment cantonnées à la cuisine, voilà, pas des activités banales, la couture, le tricot, les repas, le linge. Et Bess, on sent bien quand même dans certains moments de la série qu'on lui fait remarquer qu'elle ne sait pas faire à manger. Et Bess, en fait, se complaît dans un milieu d'hommes. Elle peut affronter des hommes comme des femmes. Je pense que la relation qu'elle a à un moment donné avec une autre jeune femme, on sent bien qu'elle n'est pas contre avoir des relations amicales avec les femmes et se lier avec les femmes, mais elle ne partage pas, on le sent clairement, elle ne partage pas leurs objectifs de vie, ni leur façon d'être, ni leur passion. Et elle fait un peu figure d'ovni à cette époque-là, dans les années 60, puisque elle se mélange aux hommes, elle a un objectif d'homme, c'est un sport d'homme, c'est affronter un homme, être plus forte qu'un homme, et elle est vraiment particulière pour ça aussi. Je connais pas les pendules d'échecs. Le cadran le plus proche de vous indique le temps dont vous disposez. Chaque joueur dispose de 90 minutes. Quand vous avez joué, vous appuyez sur le bouton. Ça arrête votre pendule et déclenche celle de votre adversaire. Vous voyez les petits drapeaux rouges au midi de chaque pendule? Le vôtre tombera au bout de 90 minutes. Si vous n'avez pas joué, alors vous aurez perdu. Et Pour noter chacun de vos coups. bien. Vous pouvez déclencher les pendules. Déclenchez la mienne, allez-y. Pourquoi mettent-ils les filles ensemble? Ils ne sont pas censés le faire. Mais si vous gagnez, vous pourrez jouer contre eux. Et par ailleurs, ça s'est renforcé de par sa relation avec sa mère d'adoption. Donc elle sort de l'orphelinat. C'est pas du spoil, hein, tout ça, rassurez-vous, c'est le début de la série, hein, pour ceux qui souhaitent la découvrir. Donc elle sort de l'orphelinat, elle rencontre cette mère biologique dont la vie, pareil, hein, finalement, n'était que dépendante de la vie du mari. Tout à fait. Et ça la pousse encore, elle doit faire à manger. À un moment donné, je sais pas si tu te souviens de cette scène, mais sa mère, donc d'adoption, Alma, demande à Bess de préparer quelque chose, et Bess lui dit, je sais pas comment on fait, moi. Donc je sais plus si c'était du poulet ou quelque chose comme ça. Et c'est assez drôle, il y a toujours ce pas de côté du genre, mais c'est vraiment pas une fille des années 60, celle-là, je ne comprends pas. C'est quoi cette fille, en gros? Voilà. Et l'objectif de Bess n'est pas l'objectif d'une femme de cette époque-là. C'est-à-dire que les objectifs des femmes à cette époque-là, c'était se marier, s'occuper de son mari et attendre à la maison qu'il ramène un salaire et le chouchouter et gérer toute la maison pendant que l'homme gagnait la croûte du ménage. C'est ça. On comprend vite que Bess n'a pas non plus eu cette image-là de l'homme, puisque sa mère biologique
l'a élevée seule jusqu'à ce que elle parte à l'orphelinat. Bess joue un rôle d'homme même dans la vie de tous les jours. On sent bien que gagner de l'argent pour sa mère adoptive, parce qu'on se doute bien, quand on voit le niveau des échecs auxquels elle joue dans la série, si on connaît un peu l'histoire, on sait qu'elle va gagner de l'argent. Et elle devient un peu l'homme de la maison. Enfin, on a du mal à la voir comme une femme finalement. C'est ça, c'est elle qui ramène les sous, quoi, dans cette époque-là. Hein. Et pourtant, elle est très féminine et il joue vraiment sur sa féminité. À aucun moment, elle est négligée. On sent que c'est une femme, mais elle s'oppose un peu au cliché et à être catégorisée ou bloquée dans un rôle de femme. Elle a ce désir d'émancipation inscrit en elle jusqu'à demander, quand elle gagne bien, elle commence à gagner un peu... correctement avec les tournois, de plus en plus grands, elle le fait au niveau local, puis régional, puis national. Elle demande même à Alma, sa mère adoptive, ce serait bien d'ouvrir un compte bancaire. Ce qui est déjà révolutionnaire en soi, l'autonomie bancaire pour une femme à cette époque-là, c'était pas forcément une chose aisée. Elizabeth Harmon, élève du lycée de Fairfield, a su faire preuve d'une maîtrise jamais atteinte par une femme, selon Harry Beltic, à qui Mademoiselle Harmon a ravi la couronne du Kentucky. Un chèque de $100. Le prix de ta victoire. Je veux ouvrir un compte en banque. Mais vous devez m'accompagner. J'ai besoin d'un parent ou d'un tuteur. Je n'aurais jamais cru une seule seconde qu'il soit possible de gagner de l'argent en jouant aux échecs. Il y a des tournois avec des prix encore plus élevés. Beaucoup plus élevés ? Plusieurs milliers de dollars. Seigneur. Alors est-ce qu'on peut aller à la banque après mes cours ? J'en serais ravie. On a parlé des addictions, on a parlé de Bess, on a parlé de sa mère aussi rapidement. Il y a bien sûr énormément de personnages qui gravitent. Le premier qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est Borgov, c'est l'espèce de grand méchant russe, le big boss. Tu as cité Jolene, sa meilleure amie, et puis il y a d'autres personnages aussi qui vont s'ajouter au fur et à mesure des tournois qu'elle va effectuer et des liens qu'elle va nouer. Juste rapidement, Hélène, est-ce que tu peux me dire, en gros, les personnages qui t'ont le plus intéressé, le moins intéressé dans ceux qui gravitent autour de Bess? Alors, moi, celui qui m'a semblé le plus énigmatique, c'est quand même Harry Beltic, un jeune homme qu'elle rencontre toujours dans les tournois d'échecs, parce que finalement, sa vie est rythmée que par ça, et qui est vraiment, qui essaie quand même de voir où est l'âme de Bess. Parce que finalement, vous verrez si vous regardez la série, c'est vraiment quelqu'un de très lisse. Lui, il s'est livré, on comprend pas trop qui est ce personnage au début, ce qu'il veut, quelle personnalité il a, et elle tombe sur des hommes comme ça qu'elle rencontre dans les tournois d'échecs, et lui m'a un peu, c'était le plus émouvant. Moi, j'ai trouvé que l'émotion, je l'ai pas ressentie avec sa mère biologique, ni avec sa mère adoptive. Moi, j'ai trouvé qu'Harry Beltic, c'est celui qui avait le plus d'émotions, puisque même par la suite, elle rencontre d'autres hommes donc, qui sont champions d'échecs, par exemple Benny Watts, et ce sont des personnes un peu comme elle. Mais pourtant, Harry Beltic, on sent que ça a été quelqu'un qui a essayé de la sortir de cette torpeur émotionnelle. Et c'est celui qui m'a le plus ému. Oui, parce que vous vous doutez bien évidemment, les addictions poussent souvent à sombrer. Et c'est vrai qu'il lui sert un peu de point d'appui, Beltic. Mais oui, il va essayer d'intervenir pour la relever et la remettre sur les rails, en effet. Par contre, la belle leçon de cette série, c'est quand même l'amitié, la force d'une équipe. Ça renvoie à plein de choses hyper positives. Il n'y a pas que la tristesse de la vie de Bess qui est quand même catastrophique et qui se drogue et qui n'a que les échecs dans sa vie. En termes de... qui se défonce et qui se réveille et sait même pas ce qu'elle a fait la veille, ouais. Voilà, il y a quand même... je veux dire, il y a quand même des moments de joie, il y a quand même des moments d'émotion, même si on sent que c'est quand même pas c'est pas quelqu'un de très, pas joyeuse, si elle est ni joyeuse ni triste, elle est neutre. Très neutre, oui, très lisse, et c'est peut-être là-dedans que moi j'aurais bien aimé qu'on développe. Vraiment, il faut saluer aussi la réalisation. Il y a des scènes que je trouve magnifiques, quoi. On se serait cru au cinéma. J'en parlais tout à l'heure quand elle visualise les échiquiers quand elle est dans son lit, qu'elle fixe le plafond en haut et qu'elle visualise les échiquiers, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a une scène que je trouve très jolie quand elle est à un moment donné dans une piscine de l'hôtel. Elle a besoin de se détendre avant un combat
contre justement un gros champion d'échecs, un grand champion d'échecs. Je pense à ce qu'on appelle le split screen, donc les écrans partagés. C'est en épisode 5 quand Bess joue son deuxième championnat national. Voilà, il y a vraiment quelques moments... c'est très soigné en tout cas, ne vous attendez pas, c'est pas une série avec des petits moyens, on le sait, Netflix a beaucoup de moyens, et c'est aussi très travaillé sur cet aspect-là, il faut vraiment le souligner. Esthétiquement, c'est très très beau. Oui. Les couleurs, et les costumes, tu as dû te régaler en plus. Oui, j'adore ça, tout ce qui est esthétiquement, comme par exemple pour Ratched, c'était magnifique, et c'est vraiment une série formidable, Ratched, pour ça, pour tout ce qui est esthétique et visuel. Là, c'est formidable aussi. Enfin, vraiment, toutes ces tenues, on n'a qu'une hâte, c'est de voir quelle nouvelle tenue elle va porter. Parce que, comme je le disais, elle se comporte comme un homme, alors que c'est une femme des années 60, avec tout ce qui est ambition, ascension sociale, prise en main des choses. Elle est vraiment comme un homme, mais en même temps, elle est hyper féminine. Ses tenues sont toujours magnifiques. Enfin, tout est beau, même quand elle est... en pyjama, elle est belle, quoi. Enfin, je veux dire, elle est toujours... Et de plus en plus colorée, d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on avance. Tu peux regarder aussi les détails des pièces d'échecs. Il y en a des magnifiques. Enfin, c'est vraiment bien joué et puis bien filmé, pardon. Et c'est vraiment beau esthétiquement. C'est pas, on se lasse pas, on s'ennuie pas. On a toujours quelque chose de visuel à regarder, une petite originalité. Quand les matchs, j'appelle ça un match franchement parce que c'est un sport, hein, on s'en rend compte. Ah oui, c'est un vrai sport. Quand les matchs cérébral, mais c'est un vrai sport. Oui, tout à fait. Et on pourrait penser que les gens s'ennuient parce que ça a l'air de durer parfois des plombs, faut le dire, mais pas du tout. Plusieurs heures. Voilà, et ils ont réussi à retranscrire ça dans cette série de façon à ce que, bon, évidemment, ils font pas en temps réel, heureusement, mais pour que ce soit, il y ait toujours un petit clin d'œil dans le décor, quelque chose qui soit original, coloré, enfin, vraiment c'est beau. Pourtant c'est du noir et blanc les échecs, mais c'est vraiment les couleurs qui sont ajoutées sont toujours flamboyantes. Ou ludiques parfois. Tu sais, ils reproduisent l'échiquier et ils font bouger les pions pour retranscrire auprès d'autres spectateurs parce que c'était pas télévisé à l'époque. Et ça, c'est une vraie belle trouvaille. Et comme tu disais, quand elle voit les pièces d'échecs au plafond, ça c'est magnifique. C'est des images magnifiques et vraiment c'est super bien fait et c'est beau. Et bon, elle hallucine, hein, la petite, mais franchement, la pauvre, elle en plein trip. L'orphelinat, elle hallucine des pièces d'échecs au plafond. Ça part quand même sur quelque chose d'hyper triste, hein, je veux dire. Mais elle est en plein trip. Ouais, elle est en plein trip. Il en manque une. Ce sera tout. Suivante. C'est à mon tour, Harmon. Où est la pilule verte? Désormais, vous n'en aurez plus. Elles sont là, dans le bocal derrière vous. Je sais où elles sont, Harmon, mais je ne t'en donnerai pas. C'est une nouvelle loi. Plus de tranquillisants pour les enfants. Va comprendre. Harmon. Éloigne-toi. Dis-moi adieu et que je t'entende partir. Quoi? Fiche le camp. Ces petites pilules vertes, même, elles sont mignonnes. Enfin, on en limite envie d'en manger aussi, quoi. Ils sont rangés dans une boîte à bonbons. Je sais pas si c'est une bonne idée. Les cachets sont rangés quand même dans une grosse boîte en verre à bonbons, là, les magnifiques boîtes à bonbons comme il y avait à cette époque-là. Et forcément, même ce petit détail rend le cachet sympathique. Esthétiquement plus attrayant, ouais. Parce que si on réfléchit bien, ils ont quand même drogué des enfants dans un orphelinat. Mais en fin de compte, non, on arrive à se prendre au jeu, à se dire comme elle, c'est des bonbons, quoi, qu'elle peut en manger tant qu'elle veut le soir, quoi. Moi, j'avais énormément de références en tête. J'ai cité Friday Night Lights dans le fait de nous faire rentrer dans une histoire sur un sujet qui, a priori, ne nous intéresse pas plus que ça ou ne nous parle pas plus que ça. Après, on peut faire un parallèle avec d'autres séries féministes qui se déroulent dans les années 60, c'est pas ce qui manque ces dernières années. J'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec The Marvelous Mrs. Maisel, je crois qu'en français c'est La Fabuleuse Madame Maisel, qui est disponible sur Amazon, qui se passe dans les années 60 et qui raconte comment une femme au foyer, on va dire un peu désespérée peut-être, dont le mari est un homme d'affaires dans une grosse boîte, etc., elle va finalement choisir de ne plus être mère au foyer et devenir championne du stand-up. C'est-à-dire qu'un jour, elle arrive sur une scène, elle est complètement déchirée et elle commence à faire des vannes sur scène et à être
hyper drôle, et ça raconte comment cette femme, dans un milieu qui est réservé aux hommes, va devenir l'une des plus grandes stand-upeuses, si je peux le dire ainsi, plus grande spécialiste du One Woman Show aux États-Unis. C'est une série qui est extraordinaire. Vraiment, quand je regardais Le Jeu de la Dame, j'ai pas pu m'empêcher de penser à cette évolution-là, à Marvelous Mrs. Maisel. C'est avec Rachel Brosnahan et c'est avec Tony Shalhoub aussi de Monk. Mais voilà, en termes de conseils, n'hésitez pas à aller voir cette série, elle est disponible sur Amazon, et si je dis pas de bêtises, il y a 3 saisons sûres. C'est intéressant de voir l'évolution quoi de la femme, et la Bess, en fait, elle, en une seule série, elle montre l'évolution de la femme jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle gagne sa vie, elle fait vivre sa famille, elle est stoïque, elle a une force incroyable, elle est sortie de toutes les embûches, elle a gravi des montagnes pour en arriver là où elle en est à la fin, et c'est vraiment un beau destin, vraiment un beau destin. C'est une guerrière, c'est le destin d'une warrior, vraiment, que vous pouvez découvrir donc sur Netflix. Ça cartonne, c'est vraiment l'une des séries les plus regardées. D'ailleurs, pour la petite histoire, depuis que la série a été mise en ligne, il y a un des patrons de Jouet Club qui expliquait que les ventes de jeux d'échecs ont explosé. C'est dire la force de ce personnage. Oui, ça donne envie d'y jouer, mais sincèrement. Oui. En plus, les échecs, c'est hyper chouette, quoi. C'est beau. Enfin, tu as vraiment des modèles magnifiques. Et là, c'est mis à l'honneur. Oui. On a fait une émission archi complète, là. Peut-être un peu plus longue que d'habitude, mais en tout cas, vous savez tout. En version originale, ça s'appelle The Queen's Gambit. Et en version française, ça s'appelle Le Jeu de la Dame, avec entre autres donc Anya Taylor-Joy, qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'elle est belle, vous vous doutez bien qu'évidemment je bavais devant mon écran. Elle est magnifique dans tous les sens du terme, que ce soit dans sa qualité de jeu ou dans ce qu'elle dégage. Voilà, c'est disponible sur Netflix. Merci beaucoup ma chère Hélène d'avoir participé à cette émission. Je t'en prie Junior, merci à toi. Alors la saison des séries c'est déjà fini, c'était le 15e épisode avec Hélène. Pour écouter ou réécouter cette émission, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées. Sachez que sur Apple Podcast, je vous invite à mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles afin de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Instagram et Twitter. Merci à vous tous de nous avoir suivis, je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.